Le froid glacial du banc en métal lui transperçait les vêtements. Lucie enroula ses bras minces autour de son sac à dos et ramena ses genoux contre sa poitrine, essayant de disparaître dans les plis de son sweat à capuche trop grand. La ville bourdonnait autour d'elle. Klaxons, rires d'inconnus, lumière clignotante. Mais elle restait immobile, les yeux rivés sur le pavé fissuré. Ses doigts tremblaient, son estomac se nouait, et tout au fond d'elle, quelque chose bougea, juste un battement, mais bien réel. Elle n'avait pas pleuré lorsque la porte avait claqué, pas même lorsque sa mère avait hurlé les mots qui résonneraient dans son esprit pendant des années. « Tu as couvert cette maison de honte, Lucie. Va-t'en. » Ses pieds avaient descendu les marches du perron avant même que son cœur ait pu comprendre. Le sac de sport sur son dos était lourd, mais le silence qui suivit était plus pesant encore. La mère de Camille ne la laissa pas rester, celle de Manon non plus. Un par un, les gens en qui Lucie avait confiance disparurent derrière des portes qui se refermaient bien trop facilement. Maintenant, enceinte de 4 mois, à 17 ans, et seule dans une ville qui n'en avait que faire, elle était assise sur une place publique avec 56 € et aucun plan. Elle avait toujours cru qu'un jour, elle concevrait des maisons, des lieux magnifiques où les gens se sentiraient en sécurité. Mais cette nuit-là, elle n'avait même pas un sol à elle. Voici l'histoire de comment elle a tout perdu et a trouvé quelque chose que personne n'aurait pu prédire. Mais à cet instant, Lucie n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Lucie Hébert n'était pas le genre de fille de qui l'on s'attendait à ça. C'était celle qui restait après les cours pour aider le professeur à ranger, qui coloriait ses notes de géométrie avec des stylos à encre gel et qui était toujours polie avec les dames de la cantine. Elle n'était pas bruyante, ne sortait pas en soirée. Son rêve était de devenir architecte d'intérieur, prendre des pièces abîmées et en désordre pour les transformer en quelque chose d'entier, de beau, de sûr. Sa mère, Martine, travaillait comme femme de ménage. Chaque matin, à 5h30 précise, elle enfilait ses gants en caoutchouc et répétait la même prière pendant que Lucie préparait son déjeuner. La foi était tout pour Martine, la réputation encore plus. Quand Lucie lui a parlé de la grossesse, le cœur battant, la voix tremblante, elle n'avait même pas fini sa première phrase que le visage de sa mère s'était crispé en un masque méconnaissable. « De qui est-ce » Lucie ne répondit pas. Ce n'était pas la peine. Le garçon était parti de toute façon, avait quitté la ville, bloqué son numéro, disparu. « Tu n'es pas ma fille » dit Martine. Et puis vint le pire. Pas les cris, pas les insultes, mais l'immobilité qui suivit. La façon dont sa mère la regardait comme si elle était une parfaite inconnue, une étrangère. Cette nuit-là, Lucie fixa le mur vide au-dessus de son lit, le même mur où elle avait affiché ses objectifs d'admission à l'université quelques semaines plus tôt. École nationale supérieure des arts décoratifs, école Boulle. Envolée maintenant, sans importance. Le lendemain matin, Martine mit les vêtements de Lucie dans un sac poubelle et le laissa près de la porte. « Tu as fait ton choix. Maintenant, assume !» Lucie la supplia de reconsidérer sa décision. « Je suis toujours ta fille » murmura-t-elle. Mais sa mère se contenta de se détourner. Elle essaya avec ses amis, mais dès qu'elle mentionna « enceinte » et nulle part où aller, le ton de leur voix changea. Leurs parents avaient toujours une raison de dire non. Le soir venu, il ne lui restait plus personne à appeler. C'est alors qu'elle marcha jusqu'à la place de la République, s'assit sous le lampadaire cassé et ramena ses genoux contre sa poitrine. Quelque part au fond de son ventre, la vie grandissait. Mais partout ailleurs, elle avait l'impression que tout mourait. Et ce fut le moment où tout commença à s'effondrer. Lucie avait toujours imaginé son premier appartement petit, douillet, peut-être avec un canapé jaune et beaucoup trop de coussins. Un endroit à elle, où elle pourrait allumer des bougies et dessiner des croquis jusqu'à minuit. Jamais elle n'aurait imaginé que ce serait un banc éclaté au milieu d'un parc glacial. Cette première nuit, elle croyait encore qu'elle pouvait arranger les choses. Elle répétait ce qu'elle dirait à sa mère si elle se présentait. « Je suis désolée, je finirai l'école, je trouverai une solution. » Mais les lampadaires clignotaient
et sa mère ne vint pas. À 21 heures, la batterie de son téléphone était à 2%. Elle l'éteignit pour l'économiser au cas où. Elle essaya d'appeler Camille une dernière fois. Pas de réponse. Elle composa le numéro d'urgence pour les sans-abri qu'elle avait trouvé en ligne. Occupé. Encore et encore. Autour d'elle, la ville continuait sa course. Des joggeurs avec des écouteurs, des couples qui riaient, des klaxons qui retentissaient, comme si rien au monde n'avait changé. Mais pour Lucie, tout avait changé. Son estomac gargouilla si fort qu'elle regarda autour d'elle, embarrassée. La dernière chose qu'elle avait mangée était une barre de céréales ce matin-là, et même celle-ci était rassie. Elle envisagea d'utiliser le peu d'argent qu'elle avait pour acheter de la nourriture, mais qu'en serait-il de demain ou du jour d'après? Alors elle but de l'eau à la fontaine publique et se dit que tout allait bien. Vers minuit, le vent se leva. Son sweat à capuche n'était pas suffisant. Ses mains lui faisaient mal à cause du froid. Elle n'arrêtait pas de toucher son ventre à travers le tissu de son t-shirt. Ça ne se voyait pas encore, mais elle sentait le changement. Il semblait plus lourd maintenant, plus réel. Puis la peur s'insinua. Et si quelqu'un essayait de la voler? Et si quelqu'un de pire passait par là? Elle se recroquevilla encore plus, fermant son sac et l'enlaçant comme un bouclier. Elle se souvint de quelque chose que sa mère disait à l'église. « Dieu veille sur les innocents. » Alors elle murmura, presque trop bas pour s'entendre. « Si tu regardes, s'il te plaît, laisse-moi juste passer cette nuit. » Mais la seule réponse fut le bruissement des feuilles et le son lointain des sirènes. À 2 heures du matin, les tremblements dans ses jambes ne s'arrêtaient plus. Elle se leva, fit le tour de la place, juste pour sentir à nouveau ses orteils. C'est là qu'elle les remarqua, des formes dans le noir, des gens, un homme dormant sous un carton, une femme fouillant dans une poubelle, un jeune homme se réchauffant les mains au-dessus d'un feu dans un bidon, des sans-abri, comme elle. Cette prise de conscience la frappa plus durement que tout le reste. Elle n'était pas temporairement perdue, elle était à la rue. Et pourtant, quelque part dans son cœur, elle chuchota « Je peux arranger ça ». Elle ne comprenait pas encore que survivre à la nuit serait la partie la plus facile. La deuxième nuit, l'espoir avait commencé à pourrir. Lucie n'avait rien mangé depuis plus de 36 heures. Les 56 € dans sa poche lui semblaient une malédiction. Trop peu pour changer sa vie, trop pour s'en séparer facilement. Elle pensa à un hôtel, ne serait-ce que pour une douche, mais elle aurait besoin de l'argent pour manger plus tard, si jamais elle en trouvait le courage. Elle retourna sur la place de la République, les pieds endoloris, le dos meurtri d'être restée assise trop longtemps sur des bancs de pierre. Cette fois, l'endroit lui parut différent, familier, et cela l'effraya. Alors qu'elle s'asseyait de nouveau sous le lampadaire vacillant, une voix vint de derrière elle. « Première nuit ?» Lucie sursauta. Une femme, peut-être la soixantaine, emmitouflée dans 3 manteaux dépareillés, se tenait à proximité, tenant un sac en plastique rempli de boîtes de conserve et de chaussettes. « Non », répondit Lucie, trop fatiguée pour mentir. La femme hocha lentement la tête. « C'est ce que je pensais. Vous avez ce regard. » Quel regard! Celui de quelqu'un qui vient de voir le sol se dérober sous ses pieds. Lucie la dévisagea. « Je m'appelle Simone », dit la femme en s'asseyant à côté d'elle avec une douceur surprenante. « Simone Dubois. J'étais infirmière dans une autre vie. » Lucie ne répondit pas, mais son corps se détendit juste assez pour rester. « Vous êtes jeune », ajouta Simone. « Trop jeune pour être ici. Je n'ai pas choisi ça, » murmura Lucie. « Personne d'entre nous. » Elles restèrent assises en silence pendant un long moment. Finalement, Lucie dit « Je suis enceinte ». Simone ne scia pas. Elle se contenta de hocher la tête, le regard perdu dans la nuit vide. « Alors vous êtes 2 ici, dans ce cas », dit-elle doucement. Elles passèrent la nuit près d'un groupe d'autres personnes qui s'étaient construit un abri avec du carton et des bâches. Simone la présenta à un homme plus âgé nommé Michel, qui offrit à Lucie une couverture qui sentait la fumée et la vieille pluie. Elle ne demanda pas d'où elle venait. Une femme d'une 20aine d'années nommée Anne lui tendit la moitié d'une barre de céréales et dit « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est de la nourriture. » Lucie la remercia, les yeux lui piquant. Cette nuit-là,
Elle dormit recroquevillée sur un carton aplati à côté d'une poubelle, son sac à dos sous la tête, et essaya de dormir. Les bruits de la ville semblaient plus forts que jamais. Sirènes, bruits de pas, tout, rire de gens qui avaient un endroit où aller. Elle ne pleura pas. Elle était trop fatiguée pour pleurer. Vers 3 heures du matin, son corps se mit à trembler de manière incontrôlable. Simone le remarqua et la serra contre elle, les enveloppant toutes les deux dans la couverture. « Tu ne peux pas rester dehors comme ça, » murmura-t-elle. « Je n'ai nulle part où aller. »« Il y a toujours un endroit, » chuchota Simone, les yeux fermés. « Tu ne l'as juste pas encore trouvé. » Lucie ne la crut pas. Pas vraiment. Mais elle se laissa reposer dans cette fragile parcelle de chaleur, car pour la première fois en 2 jours, quelqu'un lui avait parlé comme si elle comptait. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le soleil sur son visage. Elle avait mal au dos, l'estomac vide et la gorge sèche. Mais elle avait survécu à la nuit, de justesse. Elle aida Simone à ramasser des objets recyclables à vendre. Ensemble, elles gagnèrent assez pour un café partagé et 2 sandwichs à l'œuf. Lucie n'avait jamais rien goûté de si sacré. Pendant un instant, cela ressembla presque à de la survie. Mais plus tard dans l'après-midi, alors que la température chutait à nouveau et que des nuages commençaient à s'amonceler, Simone dit « Je pars vers l'ouest ce soir. J'ai une piste pour un refuge à Lyon qui pourrait avoir des lits de libre. » Le cœur de Lucie se serra. « Tu pars? On ne peut compter sur personne ici, ma chérie, » dit Simone doucement. « On va et on vient. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je suis censé faire? Te débrouiller, comme nous toutes. » Lucie la regarda faire son sac, et pour la première fois, elle se sentit vraiment seule. Pas seulement physiquement, mais dans son âme. Alors que la nuit tombait à nouveau, le parc devint plus froid, et cette fois, Lucie n'avait pas de couverture. Elle pressa ses 2 mains sur son ventre et murmura « Je suis désolée. Je ne sais pas comment te protéger. J'essaie, mais je ne sais pas comment. » Et pour la première fois depuis que la porte s'était refermée derrière elle, elle pleura. « Et vous, avez-vous déjà eu l'impression que le monde avait disparu au moment où vous en aviez le plus besoin ? Comme si vous criez à l'aide et que tout ce que vous receviez était le silence. Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, ou si vous le vivez en ce moment, partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais. Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour tenir un peu plus longtemps. La 3e nuit aurait dû la briser. Pas de nourriture, pas de visage familier, pas de Simone, juste le même banc cassé, le même lampadaire vacillant et le même froid qui s'infiltrait dans sa peau. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vers 22 heures, alors que Lucie était assise, penchée sur son sac à dos, essayant d'ignorer les crampes dans ses jambes, un homme en manteau de bonne coupe s'arrêta à proximité. Il était déjà passé plus tôt, mais cette fois, il s'arrêta. Juste une seconde. Elle leva les yeux, surprise. Leurs regards se croisèrent, brièvement. Les siens étaient vifs, calculateurs, mais quelque chose vacilla, une incertitude. Il se détourna sans un mot. Très bien. Elle ne voulait la pitié de personne de toute façon, mais 20 minutes plus tard, il revint. Cette fois, il tenait un grand sac en papier. Je n'étais pas sûr de ce dont vous pourriez avoir besoin, dit-il en le posant doucement à côté d'elle. Il y a de la nourriture, de l'eau, quelques produits de base. » Elle ne bougea pas. « Je ne suis pas là pour juger, » ajouta-t-il, « ni pour poser des questions. J'ai juste pensé que vous ne devriez pas être dehors à avoir faim. » Lucie fixa le sac puis lui. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix rauque. Il hésita. « Je ne sais pas. » Cette honnêteté la désarma plus que n'importe quel acte de gentillesse n'aurait pu le faire. Il ne resta pas. Il fit juste un petit signe de tête et s'éloigna dans la rue, disparaissant dans la ville. Lucie ouvrit lentement le sac. À l'intérieur, un sandwich à la dinde, une banane, 2 bouteilles d'eau, une écharpe douce et une paire de chaussettes thermiques, encore pliées avec l'étiquette du prix. Elle cligna des yeux. Ses mains tremblaient en soulevant le sandwich. Cela faisait presque 3 jours qu'elle n'avait pas mangé de vraie nourriture. Elle prit une bouchée, puis une autre, et puis, lentement, le sandwich entier. Elle ne pleura pas cette fois.
Mais quand elle eut fini, elle plia soigneusement le sac en papier et murmura « Merci, qui que vous soyez ». Elle ne le savait pas encore, mais cet inconnu n'était pas seulement un moment de gentillesse. Il était le début de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours, l'espoir. 3 jours plus tard, l'homme revint. Cette fois, il n'apporta pas de nourriture. Il apporta une offre. « Je m'appelle Étienne Moreau », dit-il, se tenant à quelques mètres du banc. « Je dirige une entreprise de technologie en ville. Nous avons un étage d'archives que personne n'utilise plus, plein de livres et de vieux dossiers. C'est le désordre. J'ai besoin de quelqu'un pour l'organiser. Je paierai. Rien de bizarre. Juste du travail. » Lucie le regarda, clignant des yeux. « Pourquoi moi ?» Il haussa les épaules. « Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin d'une chance. Et parce que je n'ai pas oublié ce que ça fait d'en avoir besoin. » Elle hésita. « Où est le piège ?» demanda-t-elle. « Pas de piège, » répondit-il, « mais je ne le proposerai pas à nouveau. » Elle ne lui faisait pas confiance. Pas entièrement. Mais elle n'avait rien à perdre. Alors elle dit oui. Ce lundi-là, Lucie entra chez Moreau Technologies, en portant le même jean qu'elle avait depuis 1 semaine et un sweat à capuche qui sentait la rue. Pourtant, Étienne ne broncha pas. Il la conduisit au dernier étage. La pièce était immense, poussiéreuse, oubliée. Des piles de classeurs et de livres étaient éparpillés partout. La lumière du soleil filtrait à travers de grandes fenêtres. « Vous pouvez vous l'approprier, » dit-il. Et c'est ce qu'elle fit. Lucie se jeta dans le travail. Elle étiqueta des boîtes, nettoya des étagères, créa un système pour trier chaque document. Elle emprunta une serpillière et lava le sol elle-même. En 2 semaines, la pièce oubliée était devenue quelque chose de vivant. Étienne commença à passer. Au début, c'était bref, vérifier les progrès, poser des questions sur les systèmes de classement. Mais lentement, leurs conversations s'allongèrent. « Vous aimez ce genre de choses ?» demanda-t-il un jour. « J'aime l'ordre, » répondit-elle. « Ça me donne l'impression d'avoir le contrôle sur quelque chose. » Il hocha la tête. Pareil, ils ne parlèrent pas du parc, ni de sa grossesse, ni de la raison pour laquelle elle sursautait chaque fois que quelqu'un élevait la voix dans le couloir. Mais quelque chose de non dit commença à se former, un rythme entre 2 personnes qui avaient toutes 2 été brisées par la confiance. Elle se mit à apporter un carnet, remplissant des pages de croquis de la pièce, des idées de couleurs de peinture, d'éclairage, de meubles. Elle ne les lui montra jamais. Pas encore. Mais chaque matin, lorsqu'elle déverrouillait la porte de cette pièce, Lucie ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Un but. Ça a commencé par un dîner. Étienne l'avait proposé, nonchalamment, après une autre longue après-midi où Lucie avait réorganisé d'anciens manuels techniques. « Vous avez travaillé sans relâche pendant 3 semaines. Laissez-moi cuisiner. Rien d'extraordinaire, juste de la nourriture, de la vraie nourriture. » Elle hésita, encore. Mais la faim l'emporta, et peut-être autre chose aussi. Son appartement la surprit. Pas parce qu'il était cher, ce qu'il était, mais parce qu'il était si vide, poli, propre, minimaliste, comme si personne n'y vivait vraiment. Il prépara des pâtes, et elle mit la table. Au début, ils ne parlèrent pas beaucoup, mais au dessert, des brownies achetés qu'ils mangèrent directement dans la boîte, ils riaient. « Je pensais que les gens comme vous n'existaient pas, » dit-elle soudainement. « Comme moi, riches, seuls, cuisinant leur propre dîner. » Il eut un sourire en coin. « Vous seriez surprise de voir ce que l'argent ne peut pas réparer. » Un silence s'installa entre eux, confortable au début, puis lourd. Elle se leva pour laver son assiette. Il la suivit. Quand elle se tourna pour le remercier, il était plus proche qu'elle ne s'y attendait. Leurs regards se croisèrent. Elle ne recula pas. Lui non plus. Le baiser fut doux, prudent, comme si tous les 2 testaient si c'était réel ou juste quelque chose d'imaginé dans le noir. Quand il s'interrompit, elle se retira, le souffle coupé. « Je n'aurais pas dû... » « Ce n'est rien, dit-il rapidement, mais ses yeux étaient remplis de quelque chose de plus profond, d'inquiétude, de conflit. Elle attrapa son sac à dos. « Je dois y aller. Lucie, je suis désolé. C'est juste que je ne peux pas. » Le lendemain, elle ne vint pas travailler.
Et le surlendemain, son téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Étienne fixa la porte de la bibliothèque qu'elle avait transformée, propre, lumineuse, remplie d'une vie qui ressemblait maintenant à un souvenir. Il s'était dit de ne pas s'impliquer. Mais quelque part entre les étagères poussiéreuses et les repas tardifs, il l'avait fait, profondément. Ce vendredi-là, elle revint, silencieuse, nerveuse. « Je suis venue chercher mes affaires, dit-elle. Vous n'êtes pas obligé de partir. »« Si, je le dois, répondit-elle, parce que je ne sais pas ce que c'est, et je ne peux pas supporter qu'une autre personne s'en aille. » Elle se tourna pour partir. Il voulut l'arrêter, dire les mots qui se formaient dans sa poitrine, mais le silence l'emporta, et juste comme ça, elle était partie. 3 semaines passèrent. Étienne essaya de se concentrer sur le travail, mais chaque pièce lui rappelait elle, son rire résonnant sur les vieux livres, ses croquis nichés dans son carnet, laissés derrière comme une blessure ouverte. Il vérifiait même le banc de la place de la République chaque soir, au cas où. Elle n'y était jamais. Lucie, pendant ce temps, vivait dans une pension bon marché près de la gare. Son argent s'épuisait. Elle avait tout le temps mal au dos. Le bébé donnait plus de coups maintenant. Des rappels constants qu'elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Elle vendait des encas à la sortie du métro. Chewing-gum, bouteilles d'eau, mélange de fruits secs. Elle souriait aux inconnus, gardait la tête basse, se disait que c'était temporaire. Mais les vertiges vinrent sans prévenir. Un matin, en plein milieu de la remise d'une bouteille d'eau à un client, ses genoux fléchirent. Elle s'effondra sur le trottoir. Les gens crièrent. Quelqu'un appela le SAMU. Quand elle rouvrit les yeux, les lumières de l'ambulance étaient aveuglantes. À l'hôpital, l'infirmière lui demanda s'il y avait quelqu'un qu'elle pouvait appeler. Lucie hésita, puis murmura « Étienne ». L'infirmière haussa un sourcil. Nom de famille. Elle ne le connaissait pas, mais elle se souvenait de son entreprise. Ils appelèrent Moreau Technologies. En 1 heure, Étienne était à son chevet, essoufflé et pâle. Quand il entra dans la chambre, elle détourna le regard. « Je ne voulais pas que tu me voies comme ça, » dit-elle doucement. « Je me fiche de ton apparence, » répondit-il. « Ce qui m'importe, c'est que tu sois en vie. » Elle déglutit difficilement. « Je ne voulais pas de ton aide. »« Je sais. Alors pourquoi es-tu là ? » ?»« Parce que je t'aime. » Ses yeux se levèrent vers les siens, comme si elle ne pouvait pas croire qu'il le dise. « Tu n'as pas à dire ça parce que je suis sur un lit d'hôpital. Je le dis parce que c'est vrai. Parce que je me mens à moi-même depuis le jour où je t'ai vu sur ce banc. Et parce que te voir partir a été la pire erreur que j'ai jamais faite. » Sa voix tremblait. « Tu ne comprends pas. Ce bébé, cette vie, c'est compliqué. »« Moi aussi, » dit-il. Il lui prit doucement la main. « Je ne veux pas te réparer, Lucie. Je veux être à tes côtés. Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Elle ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. « Je ne veux pas être le projet de quelqu'un. Tu ne l'es pas, » murmura-t-il. « Tu es le miracle de quelqu'un. » Le silence s'étira entre eux, profond, plein, réel. Puis elle ouvrit sa main et serra plus fort la sienne. Et quelque chose à l'intérieur d'eux deux lâcha enfin prise. Les murs, la peur, le silence, disparut. 3 mois plus tard, l'appartement ne ressemblait plus à celui d'Étienne. Il ressemblait au leur. Il y avait des plantes près des fenêtres, des tasses dépareillées qui séchaient près de l'évier, des vêtements de bébé soigneusement pliés sur le canapé. Le silence stérile avait été remplacé par de la musique. Des playlists acoustiques douces que Lucie mettait en dessinant des idées pour la chambre d'enfant. Les murs, autrefois vides, arboraient maintenant des gravures encadrées qu'elle trouvait dans des brocantes. Et au centre de tout, Lucie, enceinte de 8 mois, fatiguée, radieuse, vivante. Étienne la regardait se déplacer dans la pièce, une main toujours posée sur son ventre, l'autre tenant un crayon, un encas ou une tasse de thé chaud. Elle n'était plus la fille effrayée sur le banc. Elle était quelque chose de plus. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si je n'étais jamais revenue ?» demanda-t-elle un soir, blottie contre lui sur le canapé. « Tout le temps, » répondit-il. « Et je remercie Dieu de ne pas avoir laissé la peur gagner à nouveau. » Lucie sourit, silencieuse un instant. « Avant, je pensais qu'être rejetée signifiait que je n'avais aucune valeur, que j'étais brisée. »« Tu n'as jamais été brisée, » murmura Étienne.
Juste abandonnée par des gens trop petits pour voir ta valeur. Elle baissa les yeux vers son ventre où le bébé donnait de légers coups sous sa chemise. Je veux que notre enfant grandisse en croyant qu'il n'est jamais seul, qu'il compte même quand le monde essaie de dire le contraire. Il le croira, promit Étienne, parce qu'il t'aura. Et toi, dit-elle doucement. Le passé était toujours là, ces longues nuits froides, la morsure du rejet, la douleur de la faim. Mais maintenant, il ne la définissait plus. Il la façonnait, la renforçait. Elle avait survécu à l'inimaginable et d'une manière ou d'une autre, l'avait transformée en amour. Peut-être que vous n'avez jamais dormi sur un banc. Peut-être qu'on ne vous a jamais dit de quitter la seule maison que vous ayez jamais connue. Mais il y a de fortes chances que vous vous soyez déjà senti invisible, oublié, indésirable. Et peut-être, comme Lucie, avez-vous trouvé la force de continuer, quand il aurait été plus facile de disparaître. Si vous avez vécu quelque chose comme ça, ou si vous l'avez simplement ressenti, partagez votre histoire dans les commentaires. Quelqu'un, quelque part, ne tient peut-être qu'à un fil, et vos mots pourraient être ce qui lui permet de tenir bon. Et si cette histoire a touché votre cœur, laissez un like. Pas pour moi, pas même pour Lucie, mais pour chaque âme à qui l'on a dit qu'elle n'avait pas sa place jusqu'à ce que quelqu'un la voie et dise « Tu comptes, je te vois ». Abonnez-vous si vous croyez aux secondes chances. Nous avons beaucoup d'autres histoires vraies à raconter. Et peut-être, l'une d'elles sera la vôtre.